Vous vous en souvenez, lors des premiers mois de la pandémie du coronavirus, Bruxelles et d'autres villes vibraient à 20 heures au son des applaudissements. Peut-être vous êtes-vous demandé qui étaient celles et ceux qui, dans les hôpitaux de votre ville, faisaient face à la crise sanitaire de plein fouet. Aujourd'hui, vous allez entendre les voix de 3 hommes qui travaillent ensemble dans un service de soins intensifs. Des hommes passionnés par leur métier de soignant. Mais vous entendrez aussi des hommes profondément usés par la réalité institutionnelle dans laquelle ils doivent exercer le métier qu'ils ont choisi, pour ses valeurs humaines et ses défis techniques. Nous avons rencontré des collègues liés les uns aux autres, qui parlent avec admiration de leur chef de service, qui lui-même parle avec douceur et fierté de son équipe. Une équipe d'infirmiers et d'infirmières qui se soutiennent au quotidien dans un service de l'ombre, où ils persévèrent dans des conditions parfois chaotiques à aller chercher les dernières ressources vitales de leurs patients. Nous avons appris que certains courent ensemble les 20 km de Bruxelles, qu'on y vit de grandes histoires d'amitié, qu'on y trouve même des couples. Nous avons compris aussi qu'ils sont nombreux à quitter la profession, épuisés par le rythme qui leur est imposé et le manque de perspectives qui leur sont proposées, ou que beaucoup d'entre eux sont obligés d'avoir une activité complémentaire pour tenir le coup moralement. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 6, les soins intensifs. Ça, l'ECMO chez la jeune dame, là, ça c'est ici. Et alors, quand tu as une ECMO, tu peux mettre une gestion de thermorégulation aussi, parce que tu mets des couvertures chauffantes. Et ici, moi aussi, j'ai une couverture refroidissante. Ah bah alors, tu peux mettre un 1. Et ça change pas avec la 2. Une partie irrigation de cavité, réchauffement du sang, fluide, hémofiltration veno-veineuse. Et ça, on n'a pas. Matelas chauffant, donc c'est un peu. Je m'appelle Eric, j'ai 54 ans depuis peu. Je travaille comme infirmier, comme cadre dans un service de soins intensifs depuis maintenant presque 32 ans, dans un grand hôpital à Bruxelles. À l'époque, il y a 30 ans, un homme qui fait des études d'infirmier, c'était très mal vu. Et donc, on m'avait dit à l'époque déjà, ça m'avait un peu choqué, c'est de choisir un vrai métier, que c'est un métier qui était réservé aux femmes. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, donc la preuve, c'est que je l'ai fait quand même. Mais voilà, et donc j'ai commencé mes études d'infirmier en voulant un peu en réaction aux remarques que j'avais eues de ma famille, de mon entourage. Voilà, et donc j'ai commencé dans un service, et je ne suis pas très original, mais ça fait 32 ans que je travaille dans le même service. Travailler en équipe, c'était vraiment ce que je voulais faire, mais c'était surtout pouvoir apporter des choses aux personnes, aux patients. Voilà. Et je travaille dans un service de soins intensifs médical où on soigne beaucoup de patients chroniques. C'est des gens attachants, même si c'est des gens qui ont des pathologies très lourdes. Et voilà, et c'est vraiment des chouettes relations. C'est vraiment très agréable. On sauve quand même des gens aussi. Donc ça fait aussi quand même beaucoup de bien. Quand des gens qui sont déclarés cliniquement morts et que malgré tout ils s'en sortent, voilà, c'est quand même c'est agréable. Ou les gros accidentés de la route qu'on pense qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Et 2 ans après, ils viennent nous dire bonjour et ils n'ont pratiquement pas de séquelles. Voilà, mais il suffit d'1 sur 150. Hein. C'est vrai, on a parfois des patients dont on n'a pas beaucoup d'espoir et puis ils s'en sortent. Et donc, c'est des patients pour lesquels on aime bien se battre aussi. Et comme quoi, la médecine n'est pas toujours tout. Il y a quand même toujours un grand point d'interrogation, beaucoup d'inconnus. Le corps humain, c'est pas une machine. Hein. Et donc, même si on a le mode d'emploi, parfois ça déraille et parfois c'est surprenant. Et c'est ça qui est gai aussi, c'est que c'est plein de surprises. On a eu le premier patient Covid de Belgique qui a été hospitalisé chez nous. Il est sorti sur ses 2 pieds, et il vient régulièrement nous dire bonjour. On en a eu un autre qui nous apporte à manger toutes les semaines, qui est restaurateur. On ne l'aime pas parce qu'il est restaurateur et parce qu'il nous apporte à manger, mais c'est parce que ce monsieur a une relation avec nous qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, il nous considère un peu comme ses enfants. C'est bizarre, hein, mais
Et donc, on est content de le voir, il nous apporte à manger, en plus c'est toujours délicieux. Mais il y a ce contact qui est là aussi. Lui, il a besoin de ça, et nous, on a besoin de ça aussi. Et ce sont des petites choses comme ça qui font qu'on avance dans la vie et qu'on aime bien notre profession. Si on n'avait plus ça, je pense qu'il y en aurait encore beaucoup plus qui quitteraient la profession. Et c'est ça qui fait qu'on continue. Et malgré tout, on a toujours le contact. Et on a des gens qui sont très malades, mais on garde un bon contact avec eux. Il y a que les familles aussi, parce qu'on est quand même très aidant pour les familles. Hein. Parce que quand les familles viennent aux soins intensifs, les personnes qui côtoient le plus, c'est quand même le personnel soignant. Les médecins, ils vont leur donner quelques informations, mais c'est sur notre épaule qu'ils viennent pleurer. C'est pas sur l'épaule du médecin. Voilà, donc on a ce rôle d'accompagnant quand même aussi, qui est parfois très lourd à porter, hein, mais qui fait qu'on a parfois de très bonnes relations. Et là, c'est parfois la difficulté, c'est de pouvoir garder un certain recul, parce qu'il faut pas on doit s'investir, mais il ne faut pas que ce soit toxique non plus. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mette à la place non plus et qu'on emmagasine toute cette souffrance. Parce que ce n'est pas un patient, c'est x10. Et c'est au long de l'année. Donc, c'est ça, je pense, qui fait aussi que dans la profession, beaucoup de gens craquent et qu'on dit que l'espérance de vie d'une infirmière aux soins intensifs est entre 5 et 7 ans maximum. Moi, je suis un alien pour ça, je suis un extraterrestre, parce que ça fait 30 ans que je travaille dans le service. Mais je pense que j'ai réussi à me protéger, à me dire ça, c'est ici à l'hôpital, et après je rentre à la maison. Parfois, c'est pas possible, mais on essaie quand même de garder des choses à l'hôpital et à la maison, d'oublier. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein, ça. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie un peu de la façon dont on envisage la vie soi-même. Voilà, donc ça, c'est pas toujours... C'est pas facile. Mais ça reste un beau métier. Alors, je m'appelle Antosh, j'ai 33 ans et je travaille à l'hôpital depuis 10 ans dans le service de soins intensifs. Ce qui me passionne dans mon métier, en premier lieu, c'est vraiment la relation qu'on peut avoir avec les patients, ce côté humain qui est pour moi le centre de notre travail. Après ça, évidemment, dans les services de soins intensifs, qui sont des services plus aigus et spécifiques, on a toute cette technicité qui, pour moi, m'apporte beaucoup dans un sens de stimulation mentale. Maintenant, au bout de 10 ans, j'ai toujours cette envie de travailler, j'ai toujours ce plaisir à travailler, qui est devenu un peu plus difficile ces derniers temps avec la situation qu'on connaît avec la pandémie. Mais le plus important pour l'instant, c'est cette équipe dans laquelle je travaille et qui, moi, m'a apporté beaucoup et m'apporte beaucoup tous les jours que je vais au travail. On s'entraide, c'est des amis, c'est des collègues à qui je fais confiance et qui me poussent tous les jours à faire du mieux possible pour soigner ces patients avec des situations qui sont compliquées, avec des situations qui ne sont pas faciles à gérer, ni physiquement, ni moralement, ni mentalement. On travaille avec la mort tous les jours, c'est peut-être une des particularités de notre service. On a appris à travailler avec, on a appris à partager avec. Partager dans le sens où on partage cette mort avec la famille du patient qui décède. On apprend à faire appréhender la mort à ces personnes. On ne peut pas en ressortir intact. Maintenant, on peut apprendre à vivre avec et à peut-être oublier tout le côté dramatique, parce qu'il ne faut pas oublier que pour moi, la mort, c'est une fin. C'est vrai que c'est en quelque sorte un échec de notre métier de soignant. Notre but premier, c'est de faire sortir le patient, de le guérir. Mais maintenant, notre boulot, c'est aussi de l'accompagner jusque dans la mort. Nous, ici, aux soins intensifs, on fait on fait des toilettes mortuaires. Donc, on peut être amené à suivre le patient à partir du moment où de son premier jour où il arrive à l'hôpital jusqu'au moment où son corps va partir. Et pour moi, ça fait partie d'une continuité de nos soins. On a fait ce qu'on pouvait pour le patient, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de le guérir, on n'a pas réussi. Mais c'est pas parce qu'on éteint le monitoring ou le respirateur que notre rôle s'arrête. Notre rôle va continuer auprès de la famille pour aider à annoncer le diagnostic. En général, on fait ça avec le médecin pour faire venir la famille près du corps, leur expliquer, leur montrer
Et puis présenter le corps correctement, le traiter avec dignité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des humains qu'on soigne. Et les humains, ils restent humains jusque dans le cercueil pour moi. Après, on ne les voit plus. Mais donc voilà, c'est une continuité. La mort est une continuité, on fait avec, on travaille avec. Et dans les situations difficiles, paradoxalement, moi je vais me retourner du coup vers le vivant. Je vais retourner vers des personnes qui sourient, des personnes qui ont envie de faire la fête, des personnes qui ont envie de parler d'autre chose pour un peu oublier tout ça. Mais c'est pas un oubli, c'est pas négatif comme oubli. C'est juste penser à autre chose pour revenir à ça une fois qu'on est au boulot, quoi. Mettre une barrière entre les deux pour éviter que ça bouffe trop l'intérieur. Pendant longtemps, je n'ai pas rêvé de l'hôpital la nuit, et j'ai commencé à faire des cauchemars avec le Covid. Et j'ai passé quelques mois, voire une bonne petite année à faire des cauchemars. C'est toujours pas fini maintenant, parfois ça revient. Cette crise du Covid a peut-être exacerbé tout ça. Avant, j'arrivais à faire la part des choses. Avec ce Covid, le fait qu'on soit enfermé chez nous, le fait qu'on entende qu'il y ait des erreurs dans les pays voisins, qu'on ait des collègues de l'autre côté de la frontière qui sont vraiment dans des situations horribles, etc. Moi, ne m'a pas aidé à me reconstruire. Et ça m'a plus détruit que quoi que ce soit, mais qui m'a détruit avant dans ce boulot, les 9 ans avant. Alors, j'ai été voir des psychologues, j'ai été en congé maladie, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, rêver et faire des cauchemars de son boulot n'est pas quelque chose de normal. On fait un boulot parce qu'on l'aime, on fait un boulot parce que ça nous passionne, parce qu'on veut y aller. À partir du moment où ce boulot, on le ramène chez soi le soir et qu'en plus, on le ramène dans son lit, c'est qu'il y a un gros problème. Alors, est-ce que ça va partir un jour? J'imagine que oui. On verra bien. Je m'appelle Laurent Paternostre, j'ai 30 ans, je travaille à l'hôpital en tant qu'infirmier dans le service de soins intensifs. Et ça fait 8 ans que je fais ça. Je me reconvertis actuellement en menuisier, charpentier, parce que j'ai besoin de souffler un petit peu. Mais je continue mon mi-temps à l'hôpital. Aux soins intensifs, les patients, la plupart du temps, sont inconscients dans notre service, mais ça dépend vraiment pour quel problème ils sont venus, quoi. Donc, il y a souvent une altération d'état de conscience suite, par exemple, à une intubation. Donc, si le patient a un problème respiratoire et qu'on lui met un tube, c'est clair que c'est dur à supporter, un tube en PVC dans la trachée. Et du coup, on doit le sédater. On le met nous-mêmes en coma artificiel. Je dis nous-mêmes, donc c'est les médecins, les infirmiers, etc. On administre les médicaments qui font qu'il est hors de conscience. Mais il arrive que le patient vient, par exemple, pour un problème rénal et qui nécessite l'administration de médicaments ou de la dialyse. Et à ce moment-là, le patient reste tout à fait conscient. Et donc là, nous, on communique avec lui de manière aisée, mais même quand le patient est inconscient, en fait, on nous a appris pendant nos formations à continuer à communiquer avec lui parce qu'on n'a pas un monitoring continu du cerveau et on ne sait jamais ce que le patient peut entendre ou n'entend pas, quoi. Et donc tous les soins et tous les actes qu'on va avoir envers le patient, on doit les verbaliser, interagir avec lui. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'il ne va pas répondre évidemment, mais on a déjà eu des expériences où les patients qui ont été inconscients ou qui ont été intubés ou qui étaient inconscients nous disent par après je sais comment tu t'appelles, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Certains patients connaissent la voix des soignants et se souviennent de leur prénom, alors qu'ils étaient complètement inconscients, quoi. Donc on leur parlait, ils ne bougeaient pas, aucune réaction, mais par contre, en se réveillant, en fait, ils se souviennent de ce qu'on a dit, etc. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, mais il faut surtout continuer à leur parler comme s'ils étaient conscients, quoi. Ça, c'est un petit peu particulier, c'est très spécifique aux soins intensifs. Voilà. Certains patients, ils ont eu une évaluation cérébrale et on sait qu'en fait, il y a plus aucune connexion entre
leur conscience et leur audition ou la vision, etc. Et donc à ce moment-là, ils sont, comme on dit, en mort cérébrale et ça ne sert plus à rien de communiquer. Mais pour eux, ça ne sert plus à rien, mais je pense que pour nous, c'est aussi important parce que c'est assez difficile de prendre en charge un patient qui en fait, est à moitié vivant, quoi. De soigner quelqu'un qui n'est plus quelqu'un, quoi. Et à ce moment-là, nous, enfin en tout cas moi personnellement, et je pense que c'est le cas de la plupart des collègues, parce que c'est aussi ce qu'on nous a appris, c'est de continuer à parler malgré tout. Et ça, c'est plus pour nous soulager, nous, parce que c'est un acte un petit peu... Enfin, c'est toujours un peu déshumanisant de s'occuper de quelqu'un qui, en fait, n'a aucune conscience, quoi. Donc ça, c'est ton service. Oui, tout à fait. Voilà, donc ici on rentre dans l'USI, Ouais. qui est l'USI Covid. Et l'USI normale aussi, on a de moins en moins de Covid, hein, tu vois. Voilà, donc ici on a les chambres, toutes les chambres sont des chambres avec SAS, pression négative. Il y a beaucoup de chariots dans les couloirs parce que le service est très petit. Ouais. C'est étroit. L'un sur l'autre, beaucoup de... Voilà, les portes sont fermées, tu vois, il y a beaucoup de patients intubés, ventilés. Ouais. Ici, c'est toute l'équipe de kiné, notre médecin, la logistique, qui se disputent dans le couloir, puisqu'on n'a presque pas de bureau. Donc, sur la gauche ici, on a le bureau médical. Ouais. Ici, on a le bureau infirmier, avec tous nos collègues. Pour rentrer dans la chambre, tu vois, il y a un patient ici qui est refroidi. C'est pour ça que tu entends un bruit sourd de moteur, ça c'est le refroidisseur. Et le monitoring qui sonne aussi, parce que sa tension est un peu trop élevée. Et vous avez combien de chambres en tout? Ici on a 10 Ouais. chambres. Je vais vous embêter un peu, hein. Poussez un peu alors. L'annonce d'un décès, c'est toujours quelque chose de difficile. Et je n'ai pas de règles, de protocole pour ça. Parce que ça dépend un peu de la personne qu'on a en face de soi. On a dû annoncer des décès par téléphone, c'est quelque chose qu'on déteste. Parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir de l'autre bout du fil. Mais il y a un moment donné, pendant le Covid, on en avait tellement, et les gens ne pouvaient pas venir, qu'on était obligé de le faire. Mais en général, on essaie de l'annoncer quand la personne est là, d'être soutenant, d'être préférence pas seul non plus. Parce que chaque famille, chaque patient a une histoire, et parfois l'histoire ressemble très fort à l'histoire que nous, on a vécue personnellement aussi. Donc parfois, c'est bien d'être à deux pour pouvoir se soutenir mutuellement aussi. Et on est quand même, on est des humains. Hein. Annoncer un décès, c'est quelque chose de pas facile. Moi, c'est quelque chose encore qui me trouble après autant d'années, encore toujours. Moi, j'ai un jour dit à quelqu'un, parce que les gens disent « Oui, mais les décès, voilà, c'est votre métier. » J'ai dit « Oui, mais il faut se dire que moi, en 32 ans, j'ai déjà vécu 3000 décès presque. » Parce que notre service, on a beaucoup de décès dans notre service, parce que c'est un service très lourd, où les gens viennent, c'est parfois la dernière chance. Mais en 30 ans, ça fait 3000 personnes. 3000 personnes, c'est énorme. Mais il y a encore, dans les 3000 personnes, il y a plein de gens dont je connais le nom. Des gens qu'on oublie aussi, mais il y a des gens qu'on n'oubliera jamais. Et donc, c'est quand même quelque chose qui, psychologiquement, est très difficile pour la personne. Et donc, nous, on doit vivre avec ça, on doit être fort. Il faut, quand on rentre à la maison, de ne pas ramener ça à la maison. Il faut essayer de... Parce que, bon, le conjoint, il a besoin... Il est là pour soutenir aussi, mais je n'ai pas envie de le faire souffrir non plus, et les enfants non plus. Donc, on a parfois tendance à un peu garder ça pour soi. Et c'est pour ça qu'une équipe, c'est important quand elle se soutient mutuellement, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de soutien parmi les collègues. Et de temps en temps, on peut prendre un petit coin à part, discuter, un peu vider son sac, et voilà, et ça fait beaucoup de bien. C'est quelque chose de très important.
Maintenant, on a la chance qu'on a une équipe de psychologues qui est venue. Ça fait 15 ans que je demande ça dans un hôpital. Parce que je trouvais que c'est déjà depuis il y a 15 ans, je trouvais ça très important. Et on n'a jamais trouvé ça très important à l'époque. Et maintenant, avec le Covid, on se rend compte, ah oui, il faudrait peut-être y penser. Et maintenant, on met ça en branle. Et c'est efficace. Parce que moi, j'ai 4-5 collègues qui sont en burn-out à cause de ça, qui sont à la limite de craquer. J'ai 3 collègues qui sont prêts à partir et à quitter la profession. Il y en a une, là, dernièrement, qui est maintenant à la maison depuis 1 mois, qui m'a dit, moi, je ne pense pas que je vais continuer ce métier. C'est des décisions difficiles à prendre. Hein. Quand on a 25 ans, 26 ans, elle est en début de carrière et c'est déjà fini. On a fait 4 ans, 5 ans d'études maintenant, presque. Elle n'a même pas autant d'expérience que d'années d'études et elle parle déjà d'arrêter sa carrière. Au début de carrière, moi, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus linéaire, tandis que maintenant, c'est vraiment... C'est exponentiel, c'est de pire en pire. Donc, le décès, c'est quelque chose de difficile et qui reste difficile. Et de l'autre côté, évidemment, quand un patient sort sur ses 2 pieds ou part dans un autre service en nous disant au revoir, nous, ça nous fait vraiment plaisir. On a, nous, fait notre travail. On a fait notre travail, on a réussi à le sortir de sa situation critique dans laquelle il était et il est parti pour d'autres aventures après. Maintenant, toutes les personnes qui sortent des soins intensifs n'ont pas forcément une espérance de vie très très importante, mais c'est évidemment... Ça nous fait plaisir, On n'en a pas beaucoup pour l'instant qui sortent en plus. Mais, prendre ça comme une victoire, je dirais pas, parce que c'est notre travail, donc il n'y a pas de victoire. Il n'y a jamais eu de compétition pour essayer de faire sortir un patient ou quoi. Tous les patients qui viennent, notre but c'est qu'ils sortent. Quand ils sortent, c'est bien. Ça nous fait plaisir. Parfois, on a des retours de patients qui sont sortis. On n'en a pas souvent, on en a beaucoup trop peu souvent, parce qu'en général, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les patients qui sont chez nous, bah, ils vont... Là, il y en a pas mal qui vont être endormis, donc mis dans un coma artificiel. On va les réveiller et très vite, ils vont sortir. Nous, on n'est pas déjà, on n'est pas la meilleure partie de leur séjour à l'hôpital, parce qu'une fois qu'ils vont sortir de chez nous, ils vont aller dans un autre service. Ils vont avoir toute la période de revalidation qui en général est beaucoup plus longue que la période critique. Et du coup, c'est surtout ça, j'imagine, qu'ils vont s'en souvenir. Maintenant, les retours qu'on a sont évidemment pris très positivement par l'équipe. Ça donne aussi beaucoup de courage pour la suite. Ça nous montre qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec des personnes qui s'en sortent sur leurs 2 pieds, parce qu'en général, comme j'ai dit, on ne les voit pas, les patients qui sortent. Nous, on fait sortir les patients, mais c'est vrai qu'on n'a pas de retour à 2 semaines, 1 mois, 6 mois, pour voir s'ils sont encore là, s'ils vont bien. Est-ce qu'on a réussi vraiment à les sortir de l'hôpital ou est-ce qu'on a réussi à les sortir du service? C'est 2 choses complètement différentes aussi. Du coup, tous les retours sont en général très très bien pris et c'est des petits moments de joie, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu beaucoup aussi... Paradoxalement, avec la période du Covid qui était très très compliquée, on a eu beaucoup plus de messages de personnes qui sont sorties. À mon avis, j'imagine que c'est dû à cause de la médiatisation, qu'on a eu un petit moment, 4 mois, 6 mois, où notre métier a été mis en avant. Du coup, les gens se sont dit, bah oui, effectivement, il y a des personnes qui travaillent dans ces services qui ne sont pas faciles. Et les personnes qui s'en sortaient se sont rendu compte à quel point ils sont passés près de la mort, en quelque sorte. On a eu pas mal de petits messages de personnes qui sont sorties en nous remerciant, en nous disant de faire attention à nous. Ça donne du courage, dans la vie de tous les jours. Nous, dans notre service, on accroche tous ces petits mots sur une vitre qui est près du bureau infirmier. Et on passe tous les jours devant, et c'est vrai que parfois on jette un petit coup d'œil et ça fait plaisir. À l'équipe des soins intensifs, merci pour les bons soins envers ma maman, votre professionnalisme et votre empathie. On en reçoit régulièrement et donc on essaie quand même de les garder pour que les gens se rappellent un petit peu aussi. Ça fait du bien de voir un peu... Ben oui, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, on n'a pas toujours beaucoup de contact avec les familles, ou parfois on oublie, et ce sont souvent des petits mots qui reviennent après.
Ouais. Cette famille-là, ils nous ont écrit ça 2-3 mois après, donc ça fait quand même... C'est touchant parce qu'ils nous ont toujours pas oubliés. Ouais, tout à fait. Et souvent aussi, même quand ça se termine mal, quand il y a un patient qui est décédé, ben, malgré tout, ils écrivent encore pour remercier, donc ça c'est toujours... Ouais, c'est touchant. Ça nous touche beaucoup, oui. Et donc là, il y a la famille du patient qui nous remercie pour la prise en charge pleine d'humanité et de professionnalisme pour leur maman. Mille merci pour tout. Ouais, c'est chouette. Voilà, c'est des petits mots comme ça. C'est vrai qu'on a un collègue qui garde tout ça. Ouais. Il garde tout ça dans une boîte, et la boîte elle grandit, elle grandit. Trop bien. Mon équipe, je pense qu'il y a une quarantaine de personnes. On est à moitié 50% d'hommes, 50% de femmes, ce qui est très étonnant. Parfois, les gens me disent « Tiens, mais tu as attiré les hommes ou tu as... » Non, je ne pense pas, ça s'est fait comme ça. Et je pense qu'on a trouvé un très bon équilibre, parce que c'est bien d'avoir une mixité. Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où les services, c'est 90% de femmes et 10% d'hommes. J'ai des collègues qui sont un peu plus âgés que moi. J'ai une équipe qui est intermédiaire entre 30 et 35, 45 ans. J'ai des petits jeunes. Les petits jeunes, mais j'ai parfois l'impression d'être un peu leur père maintenant, parce que bon, entre-temps, voilà, les jeunes collègues qu'on engage, ils ont l'âge de mes enfants, voilà. Mais on a un très chouette contact et on a une chouette entraide. Les plus âgés tirent les plus jeunes apportent de nouvelles choses aussi. Les jeunes ne voient plus la profession de la même façon que nous. Les gens de mon âge, la priorité, c'était le travail. Et ce qui était à côté, ben, on le faisait quand on avait le temps. Maintenant, les jeunes qui commencent, en général, c'est d'abord la vie privée, et puis le travail vient après, et je trouve que c'est une très bonne philosophie, que je regrette de ne pas toujours avoir appliquée avant, parce qu'il faut d'abord penser à soi pour être heureux, voilà. Donc c'est vraiment une équipe très différente, pas facile, parce que mon équipe a une très mauvaise réputation dans l'hôpital, parce que ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. C'est des gens qui n'ont pas peur de parler, de dire quand ils ne sont pas contents. Mais moi, je suis très fier de ça. Parce qu'au moins, les gens n'ont pas leur langue dans leur poche. Alors, ça me fait toujours sourire quand la direction me dit « Oui, toi, avec ton équipe, c'est pas facile. » Je dis « Écoutez, moi, j'ai pas de problème avec mon équipe. C'est vous qui avez des problèmes avec mon équipe. » Les gens ne sont pas contents quand on leur annonce quelque chose, et ils ont raison de donner leur opinion. Je trouve ça très bien. Et alors, parfois, ça les dérange un petit peu. Mais moi, ça me fait sourire, parce que c'est ça qui fait une équipe soudée. Et on est passé déjà dans notre unité à travers quand même plein de choses. On a eu les attentats, on a eu quand même pas mal de patients, donc c'est des choses qui sont compliquées. On a eu le Covid depuis 1 an, on a vu des décès. Moi, je disais, j'ai vu plus de décès en 1 an qu'en 30 ans de carrière. J'ai des collègues qui ont vu des dizaines et des dizaines de décès, alors qu'ils n'en avaient jamais vu auparavant. Et donc, c'est pas facile. Et donc, on a besoin, dans une équipe, d'être vraiment très soudé et solidaire. Moi, je vois tout de suite quand j'ai une collègue qui craque, par exemple. On le voit, quelqu'un qui se met un peu sur le côté, quelqu'un qui devient un peu distant. Voilà, et je pense qu'ils savent qu'ils peuvent me parler, parce que ça, c'est parfois difficile. C'est que j'ai l'impression qu'ils savent que je suis disponible, donc je suis un peu une éponge. Et ça, parfois, à la longue, c'est parfois un peu difficile. Et ça fatigue beaucoup aussi. Ben voilà. Et moi-même aussi, j'ai pas peur, par exemple, quand j'ai un problème, je leur parle. Je suis pas le chef qui a un mur de glace comme ça. Hein. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami il y a quelques mois. Il avait 3-4 ans de moins que moi. Donc, c'est quelque chose de dur. Moi, je l'ai toujours pas accepté. C'est quelque chose de très difficile. Mais mon équipe était là pour me soutenir. Je me considère dans ces cas-là pas comme le chef, mais comme un collègue, comme un ami presque. Tu vois, ça me fait un peu dur d'en parler. Quand le coronavirus est arrivé, ça a été une réorganisation totale et ça a été un gros bordel, quoi. Il a fallu vider les services, tout réorganiser et tout déplacer parce que les machines, elles sont dans un service ou à la maintenance biomédicale, il faut acheminer tout ça dans ces chambres. Et en fait, c'est un bordel intégral et c'est des choses qu'on a attribuées et qu'on attribue aux infirmiers, quoi. Donc ce devoir de réorganiser tout, alors que c'est une circonstance exceptionnelle qui nécessite beaucoup plus de personnel que ce qu'on a en temps normal. Et donc ça a été fait de manière assez anarchique.
Alors, la première vague, on était assez préparés parce qu'on a entendu dire dans les autres pays comment ça se passait, dans les autres hôpitaux, etc. Mais par la suite, on a dû redéménager de service quand ça s'est calmé à la première vague. Et puis, tout réaménager pour la seconde. Et en fait, la direction de l'hôpital voulait qu'après, on redéménage une nouvelle fois. Et donc, ça a été beaucoup de tensions, beaucoup de discussions pour arriver à quelque chose qui maintenant est plutôt stable et qui tourne plutôt bien, quoi. Mais les débuts de la crise, c'était vraiment un gros bordel. En fait, tu te retrouves à travailler dans un service où tu ne sais pas où se trouve le matériel, où chaque chambre est organisée. On a essayé de faire le plus uniforme possible, mais tu cherches toujours ton matériel, tu perds beaucoup de temps. Et à côté de ça, tu as le patient le plus instable que tu aies jamais eu, parce que les patients Covid sont des patients qui sont super instables, ces patients-là, quoi. Donc c'était, ça c'est assez compliqué, quoi. Cette réorganisation, etc. En fait, si on avait eu des gens qui avaient managé un petit peu, etc., ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, on a quoi? On a un chef de service par service. On était 3 services à s'être regroupés. Et quand le chef n'est pas là, ben, en fait, il faut que les responsabilités soient prises par un autre membre du personnel. C'est souvent celui qui a le plus d'expérience. Mais quand celui qui a le plus d'expérience, il a 2 ans d'expérience ou 3 ans, ben en fait, il ne sait pas comment on fait. Et c'est là que, heureusement, il y a une grande solidarité intersoignants, parce que sinon, on ne s'en sort pas, quoi. Voilà, ça a été géré, ouais, mais c'était vraiment, à mon sens, très très limite, quoi. Il y a les membres de la direction qui sont dans les bureaux, qui ont parfois beaucoup plus d'expérience que le plus expérimenté du staff. Ben, ils restent dans les bureaux et ils doivent gérer un tas d'autres choses. Donc ils ne savent pas être présents pour nous aider quand on en a vraiment besoin. Et ils se rendent souvent pas beaucoup compte non plus qu'on est débordé, parce qu'ils voient des chiffres, quoi. Ils voient il y a autant de soignants pour autant de patients, sauf qu'un patient Covid, c'est un patient où si t'es seul, c'est vraiment très dur à manager, quoi. Et ouais, c'était à ce niveau-là, c'était dur, quoi. L'organisation, c'était vraiment pas évident dans les débuts, quoi. Elle a l'air bien bonne, ta salade. Attention, parce qu'il y a déjà Choukri, tu es en train de jeter. Elle va t'appliquer. C'est ça. Oui, tiens, C'est le taboulé, ça, non? C'est bon, ça a l'air bon, chef. Oui, hein. Ok, d'accord. Je dis ça à l'infirmière. Ça va, merci beaucoup. Bon après-midi. Soit on redescend le chercher, soit ça monte dans le tour du soir. Je vais descendre. De quelle heure? 18h. Je vais y aller. Mais je peux y aller si tu veux. C'est juste passer où? Je vais y aller. Déjà Pauline. Déjà? Ouais. Tu peux pas faire ça demain? Mais personne n'a eu. Si j'ai eu la visite, sauf qu'on m'a dit alors c'est là, Mon service il y a 30 ans, mais c'était toujours un service de soins intensifs. Mais il faut savoir que les techniques étaient beaucoup moins évoluées que maintenant. Et donc on a développé beaucoup d'appareillages, beaucoup de techniques pour sauver les gens. Maintenant, les maladies, j'avais l'impression, étaient plus simples. Et maintenant, les pathologies sont beaucoup plus complexes. Parce que j'ai l'impression que maintenant, quand il y a quelqu'un qui arrive chez nous, on a souvent un cancer qui est associé. Il y a 25 ans, quand on avait quelqu'un qui tombait malade, il avait une cirrhose, il avait une pneumonie, mais il n'avait que ça. Maintenant, on a la personne qui a une pneumonie, mais qui a un cancer du côlon, il a une cirrhose, mais elle a un cancer des ovaires. Et donc, j'ai l'impression que les pathologies ont fort évolué quand même. Et donc, les gens ont des maladies beaucoup plus compliquées qu'avant. Et donc, de ce fait-là, on a des appareillages de plus en plus lourds. Et avant, on avait des patients, on avait un respirateur, 2-3 pompes, et c'était tout. Et maintenant, on a des sapins de Noël avec des pompes et des machines qui sonnent de tous les côtés. Voilà, et donc ça rend le travail de plus en plus technique. On est de plus en plus des techniciens. Donc, il faut connaître les modes d'emploi de toutes les machines. Avant, on en avait quelques-unes, mais maintenant, on a des machines qui sont de plus en plus développées et qui, après 3 ans, sont déjà dépassées. Et le modèle suivant est encore 10 fois plus sophistiqué.
Donc ça veut dire qu'on doit beaucoup plus se tenir à la page, on doit beaucoup plus s'informer, faire des recherches. On est toujours dans l'apprentissage. Ça, c'est les 10 dernières années. Pendant 20 ans, on pouvait très bien surfer sur la vague et on lisait un peu, on allait à un symposium ou deux et c'était suffisant. Mais maintenant, si on ne suit pas l'évolution des technologies, après 2-3 ans, on est dépassé. Et on n'est plus capable de travailler. Et c'est ça, je pense que certains collègues un peu plus âgés ont difficile, parce que bon, avec l'âge, on est un peu plus difficile. L'apprentissage est un peu plus compliqué aussi. Et c'est pas l'apprentissage qui est compliqué, mais c'est la complexité et la rapidité de changement. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça, on a quand même une grande évolution de la médecine. Par contre, je pense qu'on a toujours autant de décès. Et je pense que les gens sont plus malades aussi. Le cancer est devenu quelque chose, monnaie courante en fait. Mais même quand on regarde dans son entourage, hein, moi j'ai ma maman qui est morte d'un cancer. À l'époque, il y a 30 ans, elle avait un cancer. On en connaissait 1 ou 2 dans la famille. Et maintenant, quand on regarde un peu dans l'entourage, on a un oncle, une tante, un frère, une sœur. Il y en a de plus en plus. De plus en plus, je pense que c'est notre société, c'est notre mode de vie, c'est notre hygiène, c'est notre façon de manger. C'est la pollution. Je pense que c'est notre société qui est un peu en train de décliner, je pense. Et on a des gens, avant, quand les gens avaient un cancer, ils vivaient 5 ans avec un cancer, ils étaient morts, tandis que maintenant, il y a des gens qui vivent 30-40 ans avec un cancer, qui en développent un et encore un autre. Moi, j'ai plein d'exemples dans ma famille comme ça. Hein. Moi, je suis le seul rescapé de ma famille à ne pas avoir eu de cancer. Hein. Mon papa est mort d'un cancer, ma maman est morte d'un cancer, et j'ai ma sœur qui a eu un cancer. Je suis le seul à ne pas en avoir. Voilà, donc... Ben oui, mais il faut être assez... Voilà, je me dis, moi, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça que je veux profiter de la vie maintenant, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver, et j'essaie d'avoir une hygiène de vie plus ou moins correcte, parce que je sais que je dors pas assez, je fais pas toujours attention, j'aime bien boire un verre quand on est entre copains, j'ai pris un peu de poids, mais oui, mais c'est vrai. Voilà, et donc, voilà, c'est comme ça, mais il faut profiter de la vie. Et donc l'ECMO, c'est quoi? L'ECMO, c'est la petite machine là. Mais ça permet de justement améliorer l'oxygénation du patient, parce que c'est une ECMO véno-veineuse, donc elle remplace les poumons en fait. Quand c'est une artério-veineuse, c'est le cœur qu'elle supporte, et là c'est vraiment au niveau pulmonaire, puisque c'est une jeune dame qui a une grippe. Ouais. Et donc elle n'est plus capable de respirer, même avec son respirateur, c'est plus efficace. Et en fait, le respirateur n'insuffle pratiquement plus rien, c'est vraiment les échanges gazeux qui se font dans le filtre qui est devant le lit. Tout à fait. Okay. Voilà. Elle a quel âge? Elle a 28 ans, cette jeune dame. Wow. Sans antécédent en particulier. On a d'abord pensé que c'était une dame qui avait le Covid, mais c'est pas un Covid, c'est une grippe. Ouais. Et on oublie la grippe un peu, parce que maintenant, avec le Covid, on se rappelle plus. Hein. Donc, voilà, c'est arrivé. On a dû mettre l'ECMO un dimanche, évidemment. Ça, c'est toujours dans des journées un peu compliquées. L'ECMO, il n'y a que certaines personnes qui arrivent à l'utiliser? Ben, elle est déjà placée par les chirurgiens cardiaques. Ouais. Parce que les cathéters sont très gros, et donc il faut dénuder les veines au chevet du lit. Okay. Parfois ça se fait en salle d'op, mais ici ça se fait quand les patients sont trop instables, on le fait au lit. Ouais. Donc c'est plus simple. Mais la technique et la surveillance, tout le monde est capable de le faire. Voilà, c'est difficile au début parce qu'il faut apprendre à gérer l'anticoagulation, puisque c'est quand même beaucoup de corps étrangers, donc c'est compliqué. Mais une fois que tout est réglé, c'est une machine comme une autre, en fait. Hein, tu vois, donc c'est pas... Il y a vraiment des machines qui maintiennent en vie les gens, quoi. Ah oui, enfin, sans ça... sans ça, la dame était décédée, hein, donc elle a vraiment besoin de ça. C'est impressionnant. C'est vrai qu'avec le Covid, on en a eu beaucoup. Oui. Avec les grippes, on en a eu aussi. Hein. On avait une dame aussi avec une malaria, là, une jeune qui avait aussi 24 ans, qui s'en est sortie. Ici, elle a quand même des chances de s'en sortir, parce que c'est une grippe, c'est moins grave. Et ça a été pris aussitôt? Très tôt, oui, c'est ça. Ouais. Donc, parfois, je me remets quand même beaucoup en question dans ma profession. Hein, toujours, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est mon caractère qui fait ça? Ou est-ce que je suis toujours à la page? Et parfois, je me dis aussi,
vu les circonstances, avec le Covid, avec la profession qui devient de plus en plus dure, le manque de reconnaissance, je me dis, si je sortais de l'école maintenant, des humanités, est-ce que je choisirais encore cette profession? Ben, je ne suis pas sûr. J'essaierais peut-être un métier de contact différent. Mais je trouve qu'on a le peu de reconnaissance qu'on a de par le monde, de par l'extérieur. C'est vrai qu'au début, tout le monde nous a applaudi, mais on a quand même des revers de la profession qui font qu'il y a quand même de plus en plus de violence, de plus en plus d'agressivité. On est dans un service, en fait, aux soins intensifs, surtout dans mon service, où les gens n'arrivent jamais par plaisir. C'est jamais programmé. Donc chez nous, on a très peu d'interventions chirurgicales, mais quand les gens arrivent, c'est parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'il y a eu un couac dans leur sentier, ils font un arrêt cardiaque. C'est pas quelque chose de programmé. C'est pas comme quelqu'un qui a son cœur qui est malade, il doit avoir un quadruple pontage, il va se faire opérer, il va mieux. C'est programmé, c'est organisé dans un calendrier. Tandis que chez nous, c'est toujours brusque. Donc c'est pas organisé. Et donc il y a souvent beaucoup de tensions, de plus en plus dans la société, de tensions dans les familles, chez les patients. Donc il y a quand même beaucoup d'agressivité. Et ça, c'est quand même très pesant dans la profession. Des agressions, on en a quand même régulièrement. Le personnel, moi je pense que tout le personnel chez moi s'est déjà fait agresser. Verbalement, mais physiquement aussi. Et la violence est montée à tel niveau que la violence verbale est devenue commune, en fait. On ne réagit même plus. Ça, je trouve inquiétant. Alors quand c'est comme moi, on a un peu plus de maturité, qu'on a 30 ans d'expérience, on s'est calmé. Mais quand une collègue a 25 ans ou 23 ans, qu'elle sort de l'école, elle n'a pas appris tout ça. Et donc, se faire engueuler ou recevoir une gifle d'une famille, c'est pas toujours très agréable. Moi, ça n'arrive plus parce que je me fais respecter, mais parce que je sais comment m'y prendre aussi. Et donc, c'est vrai qu'avec le recul, 30 ans plus tard, est-ce que je choisirais cette profession ? Je réfléchis. Peut-être que oui, hein. Parce que les gens qui sortent de l'école maintenant ne savent pas ce que c'est. Mais la violence dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui devient de pire en pire. Et ça, c'est dommage. On a eu un peu de répit pendant le Covid, où on était vraiment fort mis sur un piédestal. Mais maintenant, tout ça, c'est en train de glisser déjà dans l'indifférence. Donc ça, c'est un aspect de la profession qui est quand même beaucoup moins agréable. Les gens ne savent pas ça. D'ailleurs, on voit dans tous les hôpitaux, il y a des services de sécurité maintenant. Avant, il n'y avait jamais ça. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais je pense que ce n'est pas que dans les hôpitaux, c'est notre société qui est comme ça. Moi, dans un supermarché ou dans une galerie commerçante, avant, il n'y avait pas de sécurité, maintenant, il y en a aussi. Donc je pense que ce n'est pas typique de notre profession, c'est un état général, en fait. Donc je pense à me reconvertir pour plusieurs raisons, mais la première c'est vraiment, je dirais un ras-le-bol, c'est un mot un peu fort, ras-le-bol, mais c'est vraiment un métier qui est pas facile selon moi. À première vue moralement, mais aussi pour le rythme de travail, on travaille un rythme de travail qui n'est pas du tout régulier, adapté au rythme, à l'horloge biologique, et donc physiquement c'est épuisant. Alors, moi, j'ai que 30 ans, je le sens pas trop physiquement, mais je pense que c'est pas bon non plus pour la santé. Et moralement, c'est dur de voir des personnes qui souffrent, de voir des personnes qui meurent, de voir des collègues aussi qui souffrent parfois, parce que le travail, y a des gens pour qui c'est plus facile que pour d'autres, il y a des sensibilités, et les gens qui deviennent infirmiers, c'est des gens qui ont, je pense, à la base, assez d'humanité pour pouvoir faire ce genre de boulot. Et il y a une routine qui s'installe parce que ça reste un métier et que ça reste quelque chose où tu vas recevoir des sous pour un service que tu rends. Et après quelques années, les gens ils ont perdu cet idéal d'humanité et donc ils peuvent être plus du tout adaptés au travail qu'ils font, quoi. Et donc quand tu vois un collègue qui n'a pas l'envie d'être là au travail, toi ça te projette dans comment tu seras dans quelques années peut-être. Et ça fait pas plaisir non plus. Donc moi personnellement, après 3 ans de travail, 3-4 années de travail à temps plein à l'hôpital, aux soins intensifs, je me suis dit il faut que je commence à diminuer mon temps de travail parce que ça me ronge, ça me bouffe. Tu sens pas une fatigue physique
au jour le jour, mais en fait c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme et tu le vois par le prisme de ton entourage qui te dit tiens, t'es plus irritable, t'es plus machin. Pour certaines personnes, tiens, t'as grossi, tiens, tu te rases plus, tiens. Donc j'ai commencé cette formation il y a maintenant 2 ans et demi et ça m'a permis vraiment de retrouver goût un petit peu à l'hôpital parce que je savais qu'ailleurs je faisais autre chose qui me plaisait. D'une autre manière, à l'hôpital, j'étais content d'être là parce que je savais que ça allait pas durer et que le lendemain, je peux aller travailler dans le bois, quoi. Donc voilà. L'avenir, je pense je ne vois pas de grands changements. Au niveau technicité, ça va être de plus en plus technique. J'espère une chose, que ça ne va pas être le rendement de plus en plus. J'espère qu'avec ce qui s'est passé dans le Covid, on va se rendre compte que c'est bien de fermer des lits, mais il faut aussi garder du personnel pour s'occuper des patients. Et qu'on a fait beaucoup de restrictions. J'espère qu'on aura un peu plus la possibilité dans l'avenir d'être au chevet du patient, de pouvoir parler avec eux. Parce que moi, j'ai parfois des collègues qui viennent vers moi et qui me disent « Éric, tu sais, parfois je culpabilise quand je reste un quart d'heure à côté d'un patient à lui parler. Est-ce que tu trouves ça normal que je culpabilise ?» Je dis « Non, c'est pas normal. » Parce que parler à un patient, c'est aussi un soin. Je veux dire, ça fait partie d'une relation. Maintenant, il faut être réaliste. On a tellement diminué les budgets dans les hôpitaux, c'est pas en un an qu'on va trouver que ça va changer. Il faut attendre des années et des années pour que ça revienne à une normale. Mais je pense que les gens sont très inquiets. Parce qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de monde, et maintenant, avec le Covid, ça a encore accentué certains départs qui ne seront pas remplacés. Parce que moi, j'ai aucune proposition d'engagement. Et les gens qui ont été en stage chez moi, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas aller travailler dans un service où on trime comme des malades. Si ça va avoir un service un peu plus léger, ils ont raison de choisir le service plus léger. Parce que on a le Covid là, mais il n'y a personne qui a fait des propositions. Oui, ce n'est pas la prime qu'on a reçue en fin d'année de 400 € là, qui nous apporte grand-chose. Donc, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on nous a promis monts et merveilles, mais pour le moment, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on est très immobile dans notre profession. On a eu toujours l'habitude de travailler, alors on nous a inculqué comme qu'on était indispensable, on ne peut pas quitter les soins. Et donc, on culpabilise quand il y a une grève et qu'on se dit « Ah, moi, je ne viens pas travailler ». Alors, les gens disent « Oui, mais vous allez tuer les patients parce que vous n'êtes pas là ». Mais comment est-ce qu'on peut défendre notre profession si on doit toujours être au chevet du patient ? La crise qu'on traverse, nous on la vit de plein fouet depuis 1 an. Moi j'ai été malade, comme beaucoup de collègues ont été malades. Moi j'ai quand même été bien touché. J'ai plusieurs membres de ma famille. J'ai vécu moi une année dramatique parce que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Mais ce qui me désole un peu, moi, c'est quand je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai un peu difficile. Quand je vois toutes les inepties que les gens écrivent sur Facebook. Je ne peux plus lire ça. Les gens qui prétendent être des experts, de dire que ça n'existe pas, que c'est pas vrai, des choses comme ça. Probablement que c'est gonflé pour certaines choses, mais dire que ça n'existe pas, et alors tout le monde a son avis, on ne peut plus donner son avis, il y a une certaine forme d'intolérance qui s'installe, et je trouve ça vraiment dommage. Que la société, on l'a mise à l'arrêt, c'est vrai, on l'a mise à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas investi de l'argent dans les soins de santé. Et je suis d'accord que c'est difficile pour tout le monde. Et je dis, il ne faut pas s'entretuer, nous. C'est les politiques qu'il faut montrer du doigt, parce que c'est eux qui n'ont pas agi correctement. Voilà, mais je trouve que nous, on doit être plus solidaires entre nous. L'avenir, pour l'instant, pour moi, est un peu moins certain qu'il y a quelques années. On est de moins en moins supporté par les politiques, par la direction même. Et encore, la direction fait ce qu'elle peut, mais je ne pense pas que ce soient eux les vrais fautifs. On a des politiques derrière qui sont minimalistes en termes de reconnaissance infirmière. Là, je parle pour les infirmiers, ça peut être... on peut extrapoler ça à toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital. On nous parle depuis des années de mettre le travail d'infirmier en tant que travail pénible. C'est une priorité pendant les élections, c'est pas mal pendant quelques mois.
Et après, on oublie ça. Et au final, on se sent vraiment pas mis de côté, parce qu'on continue à parler un peu, et parce que, surtout pour l'instant, on voit des infirmiers tous les jours dans les journaux, mais le fond du problème, c'est que les infirmiers sont pas assez valorisés, je pense. Pas assez valorisés dans leur travail, juste dans le travail qu'ils font. Je parle pas juste du salaire ou de quoi que ce soit, ou des avantages qu'on puisse avoir. C'est au niveau humain, les personnes ne se rendent pas compte à quel point nous, on doit donner de nous pour pouvoir faire le travail qu'on fait. Et ça, à la longue, au final, au début, tu te dis qu'il y a peut-être moyen que ça change, tu vas te mettre de l'énergie dans ça et ça pour essayer de changer. Tu vas prendre contact avec telle personne dans ton institution pour essayer de changer telle ou telle chose. Et au final, tu te rends compte que les personnes qui sont derrière l'ordinateur ne sont pas du tout conscients de ce que tu vis. Même si ces mêmes personnes vont parler au journal télévisé pour dire que la situation est difficile, qu'il faut que tout le monde se soutienne, etc. C'est des personnes qui ne vont pas venir mettre un pied sur le terrain pour se rendre compte. Ils vont travailler derrière leurs écrans dans un autre bâtiment que le nôtre, à surveiller des chiffres, à nous téléphoner tous les jours pour demander des chiffres, mais il n'y a pas une personne qui va nous dire est-ce que le matériel que vous avez est correct, est-ce que vous avez besoin de ça, comment est-ce que vous vous sentez. Ça, pour l'instant, c'est pas mis en place, et ça, je pense que c'est très décourageant pour moi et pour une bonne partie de l'équipe avec laquelle je travaille maintenant depuis 1 an dans cette unité Covid. Je pense que dans 1 an, malheureusement, le service n'aura plus du tout la même tête que maintenant. Parce que les gens vont partir, parce que les gens en ont marre, tout simplement. Ils en ont marre de ne pas être considérés, de ne pas être soutenus. Et ça, je trouve ça triste. Des personnes qui ont commencé il y a 2 ans, qui étaient toutes motivées, sont les premières à chercher du travail autre part parce qu'elles se rendent compte qu'on ne fait pas attention à nous. Tout simplement, qu'on ne fait pas attention à nous, que cette situation nous a tous bouffés. On a la moitié, c'est pas les 3/4 de notre service qui ont déjà pris des congés maladie pour ce qu'on appelle burn-out. Et ça, personne ne s'en soucie. Effectivement, il y a des impératifs économiques à suivre pour pérenniser l'hôpital, mais comme je l'ai dit avant, le métier d'infirmier, c'est un métier humain. Alors qu'on reste un peu dans l'humain. Tant au niveau des politiques que la direction. Soyez conscients que derrière vos infirmiers qui sont des chiffres, il y a des humains qui ont souffert, qui continuent à souffrir, qui demandent un peu plus de reconnaissance dans tous les sens du terme. Faites attention parce que vous allez nous perdre. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Fège. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. En Belgique, une étude faite après la première vague du coronavirus avait montré que 68% du personnel aux soins intensifs risquait un burn-out. Il est urgent de revaloriser ces travailleurs, leur profession, leur salaire et leur santé à eux aussi, sans quoi nous serons de moins en moins en mesure de prétendre à une qualité de soins correcte. Entre les murs de ces services négligés de l'hôpital public, l'on peut voir le point de convergence de nombreuses lignes qui sont au rouge dans notre société. Et il y a de quoi se questionner, à savoir s'il est juste de demander à quelques citoyens d'éponger les dégâts pour tout le monde dans des conditions si difficiles. Ici, entre 2 battements, la parole se dépose.
Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.